Bonjour à tous. Donc la séance du Conseil communautaire commence. Voilà, il y a les lumières, sinon je n'arrivais pas à lire donc, je commence par la thème. Donc moi-même présent, Madame Collier, Madame Colère, Monsieur Feder, Monsieur Barthélémy, Monsieur Castel, Madame Berville, Madame Arnaud, Monsieur Jourdan nous donne procuration, Monsieur Dévita, Monsieur Aster, Madame Fenol, Monsieur Grandet, Madame Lagila, Madame Leteski, ça donne procuration à Madame Thibault, Monsieur Lasso, Madame Thibault, Monsieur Garcia, Monsieur Demaria, Monsieur Cottereau, présent, Madame Samal, Monsieur Ferrara, Madame Guiraud, Monsieur Joannon, Madame Board, Monsieur Mauvier donne, Madame Board donne procuration à Monsieur Barthélémy, Monsieur Mauvier donne procuration à Monsieur Tessier, Madame Lardéboire, présent, Madame Sergent, présente, Monsieur Delta, Présent. Madame Bonifay, présent, Monsieur Tessier, Présent. Madame Noël, présente, Madame Long, Madame Serre, présente, Monsieur Collet donne procuration à Madame Corti, Madame Salle donne procuration à Madame Lardéloire, Monsieur Perrier, Madame Corti, présent, Monsieur Reynard donne procuration à Madame Verduine, Madame Bouron donne pouvoir à Monsieur Rocheteau, Monsieur Rocheteau, Présent. Madame Guérel donne procuration à moi-même, Monsieur Bell. Présent. Je vous propose de désigner Madame Monnier comme secrétaire de séance. Il n'y a pas d'objection. Première étape, l'approbation du conseil du conseil communautaire du 31 mars. Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas de vote contre l'abstention. Merci. Donc vous avez des décisions dont vous avez pu prendre connaissance. Et avant de passer à l'ordre du jour, je vous annonce que j'ai retiré le point numéro 17 qui concernait la modification du règlement intérieur. Voilà. Il y a besoin de le peaufiner un petit peu. Et nous allons passer à l'ordre du jour avec la première délibération de Mme Monnier. Monsieur le Président. Alors, point numéro 1. Modalité d'application des révisions sur les tarifs des transports scolaires et urbains de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume. En date du 3 avril 2023, la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume a délibéré pour définir la nouvelle tarification applicable au titre de transport scolaire et urbain. La délibération précisait notamment que les révisions annuelles seront appliquées sur les tarifs comme suit. Augmentation du coût d'abonnement scolaire annuel scolaire de 10 € par an à compter de l'année N+1. L'application des nouveaux tarifs a été faite en année N, soit pour la rentrée scolaire 2023-2024. Augmentation de 10% sur les autres tarifs appliqués également à compter de l'année N+1. L'application des nouveaux tarifs a été faite en année N, soit à partir du 1er juillet 2023. Il s'avère toutefois que l'application de 10% d'augmentation annuelle sans précision sur le mode de calcul des arrondis rend difficile l'achat en espèces de tickets unitaires ou par carte de bis par les usagers. Afin de faciliter la vente des titres de transport quotidien, il est proposé de compléter l'application de cette révision sur la grille tarifaire actuelle par les modalités suivantes. Les montants des titres de transport de l'année N+1 résultant de l'augmentation de 10% des tarifs de l'année N seront arrondis aux 19 les plus proches. Si le chiffre des centièmes est 5, le montant sera arrondi au dixième supérieur.
Il s'avère également que la délibération du Conseil communautaire du 3 avril 2023 comporte une erreur d'écriture entre les révisions décrites et leur report à la grille tarifaire récapitulant l'ensemble des titres de transport. En effet, la grille mentionne l'application d'une révision de 10% sur le montant des abonnements annuels au transport scolaire, alors que l'augmentation est de 10 € par an. Il est proposé de prendre en compte cette modification. Merci. Y a-t-il des questions? Qui est contre? S'abstient? Qui est pour? Et délibération numéro 2, Madame Monnier. Modification du règlement intercommunal du transport scolaire de la communauté d'agglomération Sud-Saint-Laurent. Par délibération numéro 2023-25, en date du 3 avril 2023, la communauté d'agglomération Sud-Saint-Laurent a fixé des nouveaux tarifs applicables au transport scolaire. Par délibération 2023-84, en date du 8 juin 2023, le règlement intercommunal du transport scolaire, approuvé en juillet 2020, a été modifié en précisant les montants applicables aux abonnements annuels et tickets unitaires à compter de la rentrée scolaire de septembre 2023. Toutefois, conformément à la délibération d'approbation de la grille tarifaire d'avril 2023, les tarifs des titres de transport scolaire sont évolutifs par l'application d'une révision annuelle et dont les modalités de calcul ont été approuvées par la délibération précédente. Il est donc proposé de modifier le règlement intercommunal des transports scolaires afin de supprimer les montants mentionnés correspondant aux abonnements et des tickets unitaires applicables de ce temps pour la rentrée 2023 et de faire uniquement référence à l'application de la grille tarifaire en vigueur et de ses modalités de révision. Merci. Pas de questions. Pas de contre, pas d'abstention. Merci. Délibération numéro 3, Madame Monnier. Merci. Convention service express régional métropolitain de l'aire toulonnaise. Le 27 décembre 2023, la loi visant à accélérer le développement des projets de services express régionaux métropolitains, les SERM, a été promulguée. Ces projets répondent aux besoins de mobilité importants des habitants entre les métropoles et leurs périphéries urbaines. L'objectif est de renforcer l'offre ferroviaire et de la compléter par d'autres modes, dont notamment les services de transport routier à haut niveau de service et les réseaux cyclables. Le statut du SERM de l'aire toulonnaise sera obtenu sur présentation d'un document de synthèse regroupant les objectifs, la feuille de route pour les atteindre, le plan de financement ainsi que la gouvernance du projet. Le coût de l'ensemble des études et attendus visés par la Convention est fixé à 1 million d'euros pour des paiements prévus sur le second semestre 2025 et le premier semestre 2026. La part de financement de la CASSB est fixée à 2% du coût global, soit 20 000 euros. La convention de financement de l'élaboration concertée du dossier de demande de statut du SERM de l'aire toulonnaise proposé par la région a pour objet de définir le contenu, le périmètre et le calendrier de réalisation des études et attendus, ainsi que le rôle des parties pour les mener à bien. Les conditions et modalités de financement de SGP, DEV, SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexion et de la région pour la réalisation des études et attendus, les modalités de suivi et de gouvernance de la Convention. Il convient d'approuver la Convention relative au financement de l'élaboration concertée du dossier de demande de statut du SERM. Merci. Y a-t-il des questions? Des contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 4, Madame Monnier. Demande d'aide auprès de la régie départementale pour la réalisation de travaux de réfection des pistes DFCI V45 et V85 SI. Par délibération numéro A14 du 27 octobre 2016, le Conseil départemental du Var a approuvé le principe de l'aide technique en régie auprès des communes et de leurs groupements en matière de sécurité civile et de défense des forêts contre les incendies DFCI. Cette aide technique se traduit par la prise en charge de travaux de terrassement sur les bandes de roulement des pistes DFCI. La communauté d'agglomération souhaite demander l'inscription au programme 2025 de la régie départementale de la réfection de la piste V45 Théo et de la piste V85 Animal, toutes deux situées sur la commune de Signes. Les travaux concernent la réfection de 7900 mètres linéaires et de pistes et la connexion d'air de retournement et d'air de croisement pour un montant estimatif de 115 500 € hors taxe.
57 000 pour la piste V45 et 58 500 pour la piste V85. Merci. Pas de vote contre, pas d'abstention. Délibération suivante. Avenant numéro 1. Contrat d'exploitation par intermède du service public d'eau potable du périmètre du littoral. Donc ça a été confié à la société Espèce, donc c'est l'exploitation. Et on souhaite intégrer la mise en place d'un fonds social pour un montant d'un peu plus de 7 000 € hors taxe pour apporter un soutien financier aux consommateurs en situation de précarité. Et donc, il est proposé cet abonnement dans ce but-là. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. La délibération suivante, c'est la même chose pour l'OBI, pour un montant de 6 000 €. Voilà, c'est ça. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. Convention en mandat pour la facturation et recouvrement des créances d'eau potable de la période transitoire pour les communes d'Evenos et du Bossé. Comme il y a effectivement une période transitoire, il est proposé une convention pour couvrir cette période concernant l'eau potable pour le périmètre du Haut-LI. Bon, vous avez le détail dans la délibération. Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Approbation, délibération suivante, approbation des conventions de situation domaniale pour l'hébergement des équipements de télérelevé, contrat DSP eau potable périmètre du Haut-Pays. Donc c'est confié à Veolia. Il y a plusieurs aménagements qui sont nécessaires, qui nécessitent des conventions d'occupation. La société Virge a été chargée de mettre ça en place. Et il faut plusieurs conventions, donc une entre Veolia, le bureau et la cave pour héberger la salle, et plusieurs conventions, donc une par commune, quadripartite, entre Veolia, ce bureau, chaque commune concernée et la cave, pour l'hébergement, pour les relais sur les candidats. Pas de vote contre, pas d'abstention, merci. Et pareil pour le périmètre du littoral, sauf que le bureau concerné est chez O, je pense qu'on est comme ça. Et c'est exactement pareil, donc de convention tripartite plus convention quadripartite avec les communes concernées. Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Le point numéro 10, Madame Aubert. Oui, qui concerne une demande de subvention pour le lancement d'une étude préopérationnelle visant à mettre en place un dispositif intercommunal d'amélioration du parc de logements privés. La CASSB a délibéré le 9 décembre dernier en vue de signer un pacte territorial France-Rénov', nouveau cadre d'intervention de l'Agence nationale de l'habitat, ANA, pour une durée dérogatoire de 2 ans, 2025-2026, afin de préparer le nouveau dispositif qui devra être déployé à l'issue de cette période de 2 ans. Il apparaît nécessaire de recenser les besoins sur le parc de logements privés individuels et collectifs. Ainsi, la CASSB souhaite lancer une étude préopérationnelle afin de déterminer une véritable stratégie d'intervention sur le parc privé du territoire intercommunal en matière de lutte contre la précarité énergétique, d'adaptation à la perte d'autonomie ou de lutte contre l'habitat indigne. Cette étude estimée à 200 000 € TTC peut bénéficier de subventions de l'ANA à hauteur de 50% du coût hors taxe et de la région Sud à hauteur de 20% du coût TTC cette fois-ci, dans le cadre du contrat Nos territoires d'abord. Il est donc demandé au Conseil communautaire d'approuver le lancement de cette étude
préopérationnelle, et d'autoriser M. le Président à solliciter les subventions mobilisables. Je vous remercie. Pas de questions. Monsieur Cottereau. Nous appuyons cette demande de comment pourrait-il d'ailleurs en être différemment, puisque depuis 2014, le groupe auquel j'appartiens n'a cessé d'intervenir en conseil municipal pour qu'une telle action soit menée en recensant les logements inoccupés ou sous-occupés, avec un soutien communal de participer à des rénovations, et puis surtout aussi de les réserver ultérieurement, donc j'anticipe les étapes, pour les jeunes, et plus particulièrement les couples just married, car cette population-là est particulièrement défavorisée sur le territoire, à Sanary comme sans doute à Bandol et en d'autres lieux. Donc nous sommes très très favorables à cette action, et d'autant plus que nous considérons qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, ça le premier point. Et puis je dirais tout de même au passage que c'est un des avantages des campagnes électorales que de s'intéresser vraiment aux problèmes des concitoyens. Merci. Alors, je pense que, quelle que soit la période, ce genre de décision est la bienvenue, et je ne pense pas que, en l'occurrence, ça a été guidé par le calendrier électoral, mais je note le point positif de votre remarque, c'est que vous êtes très favorable à la mesure. Et puis à chaque collectivité territoriale sa compétence, monsieur Paul. J'ai donc pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Une délibération suivante, Mme Aubert. Il s'agit toujours du pacte territorial France Rénov qui a été mutualisé en 2025-2027 et pour la signature de la convention de subvention avec la Confort Alec 83. Donc depuis 2021, la communauté d'agglomération bénéficiait du programme SAR, Service d'accompagnement à la rénovation énergétique, qui était déployé via les espaces Conseil France Rénov et porté par la Confort Alec 83, au travers d'une convention financière avec les EPCI, excusez-moi. Ce dispositif a facilité l'émergence d'un service public de la rénovation de l'habitat sur le territoire de la CSSD, avec un volume croissant de conseils délivrés entre 2021 et 2024. Le 31 décembre 2024, le programme SAR a pris fin, laissant place à un nouveau dispositif national, les pactes territoriaux France Rénov, portés par l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, pour une durée de 3 à 5 ans. Dans ce cadre, la CSSD a fait part de sa volonté de s'engager à signer un pacte territorial par délibération en date du 9 décembre dernier, et ce notamment afin de garantir les financements de l'ANA dès le 1er janvier de cette année. Par courrier en date du 20 décembre 2024, elle a également souscrit à la proposition de la Confort Alec 83 de porter un pacte territorial dit mutualisé, faute de capacité à porter directement un tel service au 1er janvier 2025 par nos soins. Le pacte territorial mutualisé est prévu pour une durée de 3 ans, c'est-à-dire du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, le temps que les EPCI se structurent, particulièrement le nôtre, pour porter directement un pacte et conclu entre l'ANA et la Confort Alec 83, accord reçu de la part du préfet par courrier en date du 20 janvier dernier. Cette dernière bénéficiera des subventions de l'ANA. Les EPCI paieront quant à eux le reste à charge via la signature d'une convention financière avec la Confort Alec 83, comme auparavant. L'adhésion au pacte territorial France Rénov mutualisé, porté par la Confort Alec 83, garantirait la pérennisation d'un service public de proximité au service des habitants et des enjeux environnementaux du territoire, en lien avec le PCAET, qui va vous être présenté tout à l'heure, et le plan local de l'habitat en cours d'élaboration par la CNCSB, qui affirmerait ainsi sa volonté de poursuivre son engagement en faveur de la rénovation de l'habitat
et de la transition énergétique. Il est ainsi proposé de signer une convention de subvention 2025-2027 avec la Coforalec 83 afin de continuer d'inscrire la CLSSD dans le déploiement des espaces conseils France Rénov', dont le financement par l'ANA est garanti à travers la signature d'un tel pacte avant le 30 juin 2025, qui sera quant à lui signé entre la Coforalec 83 et l'État. Je vous remercie. Merci beaucoup. Question de M. Cottereau. Même remarque, Président, que précédemment. Donc, je vous remercie d'être très favorable. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. Délibération. Madame Monnier. Garantie d'emprunt pour l'opération de réaménagement du site de la bergerie au Castellet. Le parc résidentiel de loisirs de la bergerie situé au Castellet doit être réaménagé afin d'apporter les équipements et aménagements adaptés à l'occupation du domaine tout en sécurisant le site en matière de défense incendie. Pour financer ces travaux, la régie autonome de la bergerie doit contracter 3 emprunts pour un montant total de 11 700 000 € et demande à la CASSD de lui accorder sa garantie à hauteur de 30%, soit un montant à garantir pour la communauté de 3 510 000 €. Il est demandé au conseil communautaire d'accorder sa garantie à hauteur de 30% pour le remboursement éventuel de 3 prêts souscrits auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la Caisse d'épargne Côte d'Azur et de la Banque postale. Merci. Question. Je crois que Mme maire des Loirs a levé la main en premier. Merci de me donner la parole, d'être beaucoup moins conciliante que M. Cottereau. Et je suis vraiment désolée d'avance parce que j'ai beaucoup d'empathie pour la vie du Castellet. Et le problème de la bergerie est un problème récurrent depuis des décennies. Donc c'est pour ça que mon empathie est encore plus grande. Et c'est pour ça que je n'inciterai pas donc l'opposition actuelle au Castellet de se présenter, parce que bon, ils vont quand même avoir un pataquès à gérer. Ceci étant, donc, nous avons assisté à la commission ad hoc, où la question était posée donc, de la garantie d'emprunt par la CASD. Et je pense, je me souviens bien, c'est que nous avions demandé, la question elle était normale, hein, mais qui allait nous garantir contre cette garantie d'emprunt. C'est-à-dire on avait demandé donc au Castellet à prendre des garanties, voilà, parce qu'on a relevé un certain nombre d'incohérences dans le dossier, dans le montage qui est extrêmement compliqué. Alors là, vous avez un compromis de vente qui a été signé le 10 décembre 2020. Pour l'instant, il n'y a pas de réitération, donc pas de vente. J'ai regardé le contrat de prêt de la caisse d'épargne. Le montant total des intérêts est quand même vertigineux. Alors, on n'avait pas le contrat de prêt de la Banque postale et de la CDC, donc on a bien voulu savoir. En fait, ça fait quand même des montants très très importants. Et après, il y a d'autres questions. Je me dis, mais pourquoi il y a un tarif préférentiel pour certaines parcelles et pourquoi pas d'autres? Bon, après, j'ai bien compris qu'en fonction de la localisation, vue sur mer, pas vue sur mer, vue sur la RN8, etc., il y a une différence de prix, ce qui me semble tout à fait normal, correct. Quoique pour 200 mètres carrés, 55 000 €, c'est pas très cher, hein, voilà. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'avec Mme Tien, nous voterons première observation, c'est valable de manière générale, et notamment jusqu'au mois de mars prochain. Je ne pense pas souhaitable de faire des références aux différentes campagnes électorales qui auront lieu dans chaque commune. Alors, ça, c'est une remarque générale. Pour ce qui est du dossier de la bergerie, effectivement, il y a une complexité redoutable. Il y a eu une commission ad hoc sur le sujet, et le compte rendu a été envoyé à votre demande d'ailleurs, à tous les élus communautaires. Il y avait
effectivement des points d'interrogation, voire des points d'inquiétude. Il y a quand même certains éléments qui sont rassurants sur le nombre de propositions de vente déjà qui existent. Lors de la commission ad hoc, pour préserver la communauté d'agglomération du risque forcément qui existe lorsque on apporte une garantie d'emprunt, c'était de faire une convention avec la commune du Castellet. Je me suis penché sur la question et j'ai vu très rapidement que une éventuelle convention n'apportait aucune protection juridique pour la cave. Ça a été confirmé par les services juridiques de l'agglomération. Ce qu'il faut savoir, c'est que la commune du Castellet a toujours été favorable à apporter une garantie totale. Donc, initialement, il était prévu, à la demande des banques, que la communauté d'agglomération apporte une garantie à hauteur de 60% et 40% pour la commune du Castellet. J'ai fait savoir d'emblée que ça ne me paraissait pas équilibré. Je l'ai fait savoir notamment au service de la préfecture. On n'a pas de prendre au titre de la compétence économique, pas non plus au titre de la compétence habitat. On a eu d'autres confirmations. On a posé la question au président du département qui a dit que lui non plus ne pouvait pas intervenir à ce titre-là. À la demande insistante du préfet, au titre de la solidarité générale, j'ai accepté d'aller jusqu'à 30% de garantie. Donc le risque existe, mais il est passé d'un montant de plus de 750 000 € en cas d'appel à un montant forcément deux fois moindre. Donc le risque existe, il est, il me paraît aujourd'hui raisonnable et l'engagement que prend la cave me paraît un bon équilibre entre un risque excessif qui va lié aux 60%, à mon sens, et un pourcentage de zéro qui aurait bloqué totalement ce débouché qui est quand même souhaitable pour la commune du Castellet, sachant que il y avait un tel blocage que le préfet lui-même avait beaucoup de mal à le lever. On pourrait penser que la Banque des Territoires est une émanence de l'État, mais il y a un certain degré d'indépendance qui fait que même l'État a du mal à négocier. Donc je pense sincèrement à être parvenu à un bon équilibre. Mais comment dire, vous avez tout à fait le droit de penser que l'aglo aurait pu courir moins. Voilà, j'ai fait le maximum pour qu'on court le moins possible et que ça passe. Schématiquement. Oui. Nous avions des arguments justement pour reporter la décision. L'avenant n'a pas été signé, comme vous le savez. On pouvait ensuite, donc là, ils ont négocié donc, en pleine crise immobilière, donc on pouvait attendre et reporter la décision pour obtenir des prêts à des taux beaucoup plus bas. Voilà, on a cette possibilité, Monsieur le Président. Je ne suis pas d'accord pour une raison assez simple. Et ça a fait l'objet de discussions avec le secrétaire général de la préfecture. Je sais qu'il y a vraiment urgence. La commune du Castellet est dans l'attente. Il y a carrément des risques au niveau de l'atteinte à l'ordre public. Il est vraiment temps
qu'on conclue ce dossier et qu'on puisse avancer. Peut-être René Castel souhaite dire un mot, puisque ça concerne quand même sa commune. La liquidation judiciaire, c'était en 2015. Ça fait 10 ans, madame. Donc, on travaille avec le préfet depuis ces années-là, avec mon ancien collègue maire. On a repris le dossier, on fait tout pour aller au plus vite. Et l'histoire que vous racontez là sur les privilèges de certains occupants, ce sont parce qu'il y a des gens qui habitent là depuis plus de 30 ans, qui ont toujours payé leur loyer, qui ont défendu ce domaine de corps et âme. Par contre, d'autres n'ont jamais rien payé. Donc, tous ces gens-là, effectivement, n'ont pas la même, disons, prix de vente de ces parcelles. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu cette histoire entre deux prix de vente. Voilà. Vous avez une question de M. Ferrara. Oui, Président, vous avez répondu à ma réponse. Vous m'avez fait une réponse tout à l'heure. Moi, je m'étais interrogé sur le taux. Et le taux, c'est le prix de risque, et vous l'avez évoqué. Donc, vous avez raison. Mais c'est vrai qu'on y tape un peu préférable pour nous. C'est inaudible pour nous. Il en est par exemple le taux. Ah, oui. Je suis d'accord avec vous, il fallait qu'on fasse vite. Le taux, c'est le prix de risque. C'est le prix de risque. D'autant que la période de remboursement est courte. Deux petites modifications, Madame Rosier, sur la petite. Ce que je disais, en fait, la façon dont c'est formulé, c'est les banques qui demandent, et ce n'est pas la régie autonome de la Bergerie, ni la commune du Castellet qui demande la couverture de ce crédit. Et ce que j'ai expliqué, c'était que même le préfet a beaucoup de mal avec les banques. On va passer au vote des comptes. Ça va bien. Je vous remercie. Alors, délibération suivante, c'est la régulation de la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan de prévention des déchets ménagers et assimilés. C'est un sujet qui est majeur, bien évidemment, puisque la prévention de la production de déchets joue un rôle considérable pour diminuer les impacts environnementaux à tous les niveaux. Il y a un plan national de prévention des déchets qui fixe les priorités et objectifs en la matière. Ils apparaissent dans le SPADET, qui intègre le plan régional de prévention et de gestion des déchets. Les objectifs, vous les avez vus, réduction de 15% de quantité de déchets ménagers assimilés produits par habitant par rapport à 2010, que de 5%. Les déchets d'activité économique en 2030 par rapport à 2010. Augmenter aussi la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, 55% en 2020, 65% en 2025, 10% des emplois des emballages en 2027, et bien sûr le tri à la source des biodéchets. Le plan comporte un certain nombre d'éléments, je ne vais pas vous détailler, il y a un état des lieux, les objectifs, les mesures à mettre en œuvre, des indicateurs, et les objectifs de la commission consultative, et de participer à l'élaboration du plan, de rendre un avis sur le document final, et de participer au suivi ensuite. Juste une précision, on a déjà délibéré sur cette question-là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était Georges Ferrero qui avait rapporté la délibération en 2022. Et à l'époque, ça s'appelait création, c'était commission consultative, il n'y avait pas d'élaboration,
il y avait le suivi. Et ensuite, bon, c'est resté un petit peu légèrement en sommet. Voilà, donc c'est un enjeu très important. On est en plein dans la délégation de Jean Immobilier. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je crois que la délibération est assez claire. Donc s'il n'y a pas de vote contre, pas d'abstention, je vous remercie. On passe à l'arrêt du PCAET, le projet de plan climat-énergie territorial. Donc là, on est en plein dans la délégation de Madame Aubert. Là encore, un enjeu considérable dans la lutte contre le changement climatique. Donc il y a des objectifs qui sont très ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le maintien du stockage de carbone sur le territoire, l'index de la consommation d'énergie finale, le développement des énergies renouvelables, la réduction des émissions de polluants atmosphériques, un rôle sur la santé en passant, l'adaptation du territoire au changement climatique, donc un outil opérationnel extrêmement utile. Ce pacte comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'action. Donc ça va vous être présenté dans quelques instants. Ensuite, une évaluation environnementale stratégique et un dispositif de suivi et d'évaluation. Alors, il y a des considérants, il y a l'étape, le détail des étapes clés du PCAET, considérant aussi le plan mobilité, considérant l'identification très importante en 2024 des zones d'accélération des énergies renouvelables, avec les communes d'Audac et le PNR, considérant la délibération précédente, le lancement du programme local de prévention des déchets ménagers assimilés, considérant les objectifs stratégiques, le programme d'action retenu, l'évaluation environnementale à venir, et considérant aussi, et j'insiste là-dessus, le travail considérable effectué par Patricia Aubert, qui a animé les commissions de pilotage. Et, voilà, donc il y a beaucoup de gens qui ont participé. Oui, j'ai oublié le PACA, le plan d'action de qualité de l'air. Peut-être que Mme Aubert dira quelques mots, peut-être qu'elle ne le souhaite pas. Vous avez tout résumé, simplement, effectivement, ce qui était très intéressant dans l'élaboration de ce plan, c'est un travail qui repose sur des ateliers et on a été accompagné par un bureau d'études intéressant et pour lequel on a souhaité vraiment faire un plan qui soit adapté aux spécificités, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, de notre territoire. Et donc, c'est vraiment du cousu humain. Voilà. Donc, j'espère qu'effectivement, il sera facile à mettre en place. Enfin, facile à mettre en place. Il y a des objectifs très ambitieux, des objectifs qui sont plus terre à terre. Mais en tout cas, ce plan a la vertu d'être très adapté au terrain parce que donc, il vient d'ateliers avec des associations, avec des élus, des ateliers paritaires, des techniciens. Et donc, ça a été un travail très, très intéressant à mener. Voilà. Je pense que c'est Mme Frévent qui va présenter le diaporama. Pendant ce temps, je fais une petite... Ah, c'est encore une pardon. Donc, il va vous faire une présentation de ce diaporama. Pendant ce temps, je vérifie les propositions. J'ai un petit doute sur l'article 2. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous entendez bien?
Ouais. Alors bonjour à toutes et à tous. Du coup, je vais vous présenter succinctement le plan climat donc, en une dizaine de minutes. Donc merci M. Jean-Paul Gauzet et à Patricia Aubert pour ce travail. Donc aujourd'hui, le but de cette présentation, c'est de vous présenter l'arrêt du projet du PCAET. Vous l'avez tous reçu en pièce jointe. Donc le PCAET, c'est un gros document parce qu'il fait des centaines de pages avec le diagnostic, la stratégie, le plan d'action. Donc vraiment aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un petit rappel justement des enjeux. Donc PCAET, plan climat, air, énergie territoriale. Donc le plan, c'est vraiment un outil de planification comme pourrait l'être par exemple le PLH, etc. Sauf que là, on est vraiment sur les thématiques climat, air, énergie. Donc le climat, il y a l'atténuation du changement climatique, donc faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc typiquement, par exemple avec la voiture, on utilise des voitures, etc. Mais il y a évidemment l'adaptation. Et l'adaptation, on va y avoir le droit, c'est quand c'est trop tard et que justement le climat s'est déjà emballé, qu'il faut s'adapter, comme on a pu le voir assez récemment chez nos voisins, on l'a vendu, par exemple avec les inondations. Sur la qualité de l'air, comme l'a dit M. Joseph, il y a vraiment un enjeu sur la santé, et notamment sur les personnes âgées également. Et l'énergie, donc sur les énergies renouvelables, mais pas que sur les solutions, etc. Et territorial, l'idée du territorial, c'est vraiment de dire à quelle échelle on veut territorialiser. Ici, on a voulu faire un plan climat qui était vraiment territorialisé, donc on ne va pas vraiment avoir les mêmes problématiques que dans le nord de la France avec leurs inondations extrêmes, etc., sur les périodes plus longues. Nous, ça va plutôt être typiquement sur le tourisme, sur les îlots de chaleur, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de faire un plan climat qui soit à l'image de notre territoire. Et donc c'est une obligation réglementaire pour tous les EPCI de plus de 20 000 habitants. Donc on a un peu de retard, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de le rattraper, donc c'est parfait. Alors, les étapes, je vais passer assez vite. Donc il y a le diagnostic qui a été fait en 2023, la stratégie, avec des ateliers de concertation qui ont été faits en 2024. Le plan d'action avec également deux journées dédiées sur les ateliers. Et donc tout ça a été ponctué de COTEC et de copier pour pouvoir valider. On a notamment fait un copier d'arrêt du plan d'action le 16 décembre, mais qui a demandé des ajustements, notamment de l'État, de la DDTM. Donc on a décidé de reporter l'arrêt du PCAET et de refaire un copier le 24 avril pour pouvoir prendre en compte les remarques de l'État. Notamment, il fallait adapter. Il fallait notamment remettre le diagnostic à jour qui était de 2019. Donc on l'a remis à jour avec les données actualisées de 2022 pour voir s'il n'y avait pas eu de grosses évolutions. Donc aujourd'hui, on est le 26 mai 2025, donc c'est la délibération d'arrêt du PCAET. Vous avez normalement reçu tous les documents. Et en parallèle du coup de ces trois phases, de diagnostic, la stratégie et le plan d'action, il y a l'évaluation environnementale stratégique qui, elle, vise à évaluer environnementalement le plan. Typiquement, si on fait une piste cyclable en zone Natura 2000, il faut quand même voir s'il n'y a pas des impacts sur la biodiversité, etc. Une fois que je refais un petit point à la fin, justement, une fois que la délibération d'arrêt sera passée, pour aller jusqu'à l'adoption définitive qui sera 6 mois plus tard, mais je vais expliquer pourquoi. L'état d'avancement, donc on ne voit pas très bien, mais en vert, c'est les EPCI qui ont acté et qui ont adopté définitivement leur PCAET et qui est obligé. Et en orange, c'est ceux qui sont en cours, et en jaune, ceux qui l'ont arrêté mais qui n'est pas encore adopté. Et donc, pour information, PPM, nos voisins, ont arrêté leur PCI il y a 1 mois ou 2, donc on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. L'idée de ce plan, c'est vraiment d'avoir un plan d'action qui soit réaliste et surtout qu'on mette en œuvre. L'idée, c'est pas juste de remplir une réglementation, mais c'est vraiment de pouvoir le voir comme une feuille de route et aussi d'utiliser ce plan comme une feuille de route territorialisée, donc d'avoir une vision commune et durable, typiquement de toutes les communes ensemble pour pouvoir donner un projet de territoire qui soit bien sûr à l'ambition des enjeux actuels. Alors, il y a une petite subtilité, je me suis arrêté sur cette slide parce que l'agglomération est vraiment coordinatrice de la transition énergétique, mais toutes les actions ne sont pas portées seulement par nous. Par exemple, on a une action de rénovation énergétique de toutes les écoles de la case, enfin au moins une à horizon 2030. Donc là, c'est vraiment une compétence communale, donc nous, on va juste être partenaire, facilitateur. Et Sud-Saint-Beaume Agglomération, l'idée, c'est de pouvoir agglomérer en fait toutes les initiatives vertueuses pour le climat, l'air et l'énergie. Mais on peut avoir simplement un rôle d'observateur. Par exemple, il y a des actions sur l'agriculture qui sont portées par la Chambre d'agriculture. Et nous, on n'a pas encore de compétences, on n'est pas encore structuré sur ce sujet-là. On peut faciliter, partenaire, et bien sûr être pilote, donc sur nos compétences propres, par exemple la mobilité, les déchets, etc. Et là, c'est vraiment à l'agglomération d'être porteur et même d'être exemplaire sur le sujet.
Si je vais trop vite, vous me dites. Un bref rappel du diagnostic, donc on ne voit pas très bien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la part la plus importante de consommation d'énergie sur le territoire, c'est le transport en rouge, et c'est également celle qui émet le plus de gaz à effet de serre. En vert un peu turquoise, c'est le résidentiel et le tertiaire. Donc là, il y a une grosse consommation d'énergie, mais on a un parc qui est assez décarboné dans le sens où, en fait, on a un parc résidentiel qui marche plutôt à l'électrique, donc il n'y a pas énormément de chaudières au fioul, etc. Donc ce qui fait qu'on a une répercussion sur les gaz à effet de serre qui sont moindres. Et par contre, on a quand même un volet assez important sur l'industrie. Donc c'est la part en rose que vous voyez à droite sur les gaz à effet de serre, donc notamment avec l'activité de cible. Donc voilà, c'est vraiment les enjeux de mobilité tertiaire résidentielle. Et il y a quelque chose à savoir, c'est que, je vous l'ai dit, il y a la réduction des gaz à effet de serre qui est importante, mais il y a également l'adaptation. Donc l'adaptation, c'est comment prévenir les incendies, notamment avec le PIDAF, comment prévenir les risques d'inondation, etc., qui, elles, ne font pas proprement parler des gaz à effet de serre, mais c'est un sujet qu'il faut pas oublier, qui est même d'autant plus important dans un climat qui s'emballe. Un bref rappel sur la stratégie. Donc, le but du PCAET, c'est d'être à horizon de 6 ans, donc début 2025 jusqu'à fin 2030. Donc, l'échéance du PCAET, elle est bien à horizon 2030. Il y a une révision à mi-parcours et les objectifs du SRADET qu'il faut tenir, eux, sont à 2050. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment d'embrayer là jusqu'en 2030, de pouvoir actionner les projets, de pouvoir se mettre dans une vraie dynamique, de rattraper les retards là où on en a et puis de consolider les forces qu'on a, et de se mettre dans une trajectoire pour atteindre les ambitions et faire du territoire un territoire durable et vertueux. Alors, j'ai été assez succinct, je ne vais pas vous présenter toutes les actions parce qu'elles vous ont été jointes. L'idée, c'est vraiment de vous montrer comment elles ont été matérialisées. Alors, il y a 6 axes donc, qui ont été territorialisés. Il y a des axes qui sont obligatoires dans le plan climat, donc qui ont été repris. Et nous, on a voulu vraiment les faire à l'image du territoire. Donc, il y a habitat et espace résilient, se déplacer et transporter autrement. Comme ça, c'est des actions qui ont été validées en PDM, en plan de mobilité. L'idée, c'était pas de refaire un nouveau document. Justement, l'idée du plan climat, c'est d'intégrer tous les plans existants. Donc, il y a également les schémas directeurs sur l'eau, sur l'assainissement. Enfin, en fait, tous les plans qui sont vertueux sont intégrés au plan climat. Donc la partie mobilité, il n'y a rien de nouveau que le plan de mobilité qui a déjà été adopté. Vers un tourisme durable et respectueux de l'environnement, donc ça c'était un axe qui nous paraissait important d'ajouter au vu des spécificités de notre territoire. L'adaptation du territoire au changement climatique, donc ça typiquement, c'est vrai qu'on a un peu de retard sur le plan climat, mais l'adaptation c'était un volet qui était un peu oublié dans les autres plans climat il y a quelques années. Donc finalement, c'est presque une chance en tant que retard, c'est parce qu'on a pu, du coup, l'adaptation fait partie intégrante de notre plan climat actuel. Accélérer la production d'énergie renouvelable et de récupération sur le territoire et construire une économie bas carbone. Donc il y a 22 actions en tout et 56 sous-actions et un plan d'action sur la qualité de l'air qui reprend les actions qui font baisser les émissions sur la qualité de l'air, donc typiquement la baisse de voitures fait baisser la qualité de l'air parce que les voitures émettent des polluants. Mais pas que. Bon, pour la lecture, ça va être un peu compliqué. Mais je vais faire un zoom sur une fiche action. Donc là, on est sur l'axe habitat et espace résilient. Donc justement, l'action 2.1, je vais faire un petit zoom dessus, c'est sur le pacte territorial qui a été passé en délibération, il y a 3 délibérations justement. Et voilà à quoi ressemblent les fiches actions. Donc il y a en tout 55 fiches actions. Et donc là, désolé pour la lecture, des fois on est assez loin. Mais donc l'action numéro 2, encourager la rénovation thermique du parc privé, social et locatif. Et la sous-action, c'est poursuivre la mise en place d'un guichet unique du pacte territorial, donc France Rénov'. Donc ça, c'est une action typiquement sur l'agglomération qui a déjà commencé et qu'on a vocation à continuer dans le temps. Donc l'échéance c'est 2025-2027. Donc là c'est sous une autre forme parce que c'est une question d'administration. Mais l'idée là est d'encourager la population à pouvoir rénover leur logement, donc avec un guichet unique du pacte territorial. On a donc le pilote, la COFOR ALEC, les partenaires, donc les communes typiquement qui peuvent accueillir les permanences France Service, France Rénov',
et la communauté d'agglomération qui finance. Donc dans les finances, le coût, donc il a été dit tout à l'heure, et les financements, typiquement, là il y a l'ANA qui prend quasiment la moitié en charge. Donc le volet financement, c'est vraiment le volet subvention. Ensuite, le calendrier, et l'idée c'est de pouvoir suivre toutes les actions assez facilement. Donc il y a des indications de réalisation qui sont en bas à gauche, et des indicateurs d'impact. Donc, de combien ça peut baisser les gaz à effet de serre ou la consommation d'énergie, etc. J'ai voulu faire aussi un petit zoom sur le tourisme, donc un tourisme durable et respectueux de l'environnement. Et sur une fiche action adaptée le tourisme aux effets du changement climatique. Donc ça c'est un projet, voilà, c'est pas un projet comment dire, très coûteux, mais c'est un sujet qui peut être intéressant. Donc c'est de cartographier en fait, les îlots de fraîcheur à l'agglomération Sud-Saint-Beau pour pouvoir orienter les touristes vers des lieux autres que la plage, donc typiquement les orienter vers des musées ou des lieux communaux ou des lieux qui permettent de faire un tourisme de fraîcheur. Et également dans les endroits ombragés, donc les parcs. Donc il y a un travail qui a été fait conjointement avec les offices de tourisme et l'office de tourisme intercommunal pour pouvoir recenser ces lieux. Et ensuite, une cartographie sera faite et sera déployée, etc. Et donc, voilà, c'est une petite action, mais c'est des petites actions comme ça qui peuvent mettre dans une dynamique et orienter la communauté d'agglomération dans un sens vertueux. Et pour le calendrier d'adoption, donc aujourd'hui, il y a la délibération d'arrêt, donc l'arrêt du projet. Ensuite, il faudra envoyer le plan définitif que vous avez reçu en pièce jointe au préfet de région, qui l'enverra également à la DDTM. On va également l'envoyer à la région sud, et il y aura une consultation par la mission régionale d'autorité environnementale, qui, elle, évaluera l'évaluation environnementale stratégique. Donc il y a environ 3 mois de consultation. Donc ça nous fera un retour aux environs de septembre 2025, donc les avis seront pris en compte et intégrés au plan. Et ensuite, il y aura une consultation du public qui pourra être faite par voie dématérialisée, mais également dans les communes si besoin, ou à la communauté d'agglomération. Et à l'issue de cette consultation des publics, les révisions seront également intégrées. Et ensuite, il y aura de nouveau en conseil une approbation du plan climat, si tout va bien, du coup, à horizon fin décembre 2025. Ensuite, la partie la mieux va être du coup de mettre en œuvre les actions. Donc jusqu'en 2028, ensuite, il y aura une évaluation à mi-parcours à 3 ans, avec tous les indicateurs qui ont été fléchés et qui ont été faits de manière à ce que ce soit facilement réalisable et suivable. Et de nouveau, une évaluation finale du PCAET à 6 ans. Et l'idée, bien sûr, après, à horizon 2030-2031, l'idée, c'est de refaire une mise à jour du plan climat avec de nouveaux diagnostics pour pouvoir ajuster les objectifs et tout ça. Dans la mise en œuvre, surveiller les appels à projets, la région, etc. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites et même des fois des financements qui sont conditionnés au plan climat, c'est-à-dire qu'il y a des EPCI qui ne sont pas financés s'ils n'ont pas de plan climat sur certains appels à projets. Et le calendrier d'adoption version l'année. Voilà. J'ai fini ma présentation. Merci, monsieur Lynn. C'est, je pense, très clair, très synthétique. Il n'y avait que 2 diapos qui étaient un petit peu difficiles à lire, mais ça a été compensé par l'oral. Y a-t-il des questions? Merci pour cette belle présentation. J'ai juste une question concernant les évaluations à 3 ans et 6 ans. Qui c'est qui réalise ce type d'évaluation? C'est la collectivité elle-même qui les réalise. Donc c'est vraiment une évaluation d'intention. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, alors je rappelle ce qu'il reste à faire. Je vais expliquer à M. Lynn. Donc la transmission à la fois au préfet de région, au conseil régional et à l'autorité environnementale, suivi de la consultation publique, et donc, en principe, l'approbation ici même, fin décembre 2025. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est merci.
Pas de question. Alors, délibération suivante, c'est la modification Pas de question. des statuts de la communauté d'agglomération. Alors, schématiquement, il y a 2 points. La compétence de gestion des eaux pluviales est précisée. Alors, c'est contenu dans la délibération, c'est un petit peu c'est assez détaillé. L'exploitation des ouvrages, l'accompagnement des acteurs, le suivi de l'organisation d'urbanisme. Sans vous avez le détail, il faut savoir que jusqu'à présent, il était mentionné dans le statut la compétence, mais il n'y avait pas du tout de détail. Et l'autre point, il est pour faciliter la tâche pour des entreprises. Donc c'est vraiment ciblé sur 2 parcelles, une à Signes et sur le Castellet. On n'utilise pas l'eau pour la boire, mais on l'utilise pour travailler. Donc ça nécessitait, puisque c'est une activité commerciale, la prise de compétences, non pas affichage, mais vente d'eau brute. Donc c'est vraiment limité à ces 2 parcelles précédemment. Voilà. S'il n'y a pas de questions, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Alors, ensuite, le PUP, projet urbain partenarial, le plan Castellet, modification des délais d'inscription budgétaire. Bon, ça, c'est vraiment de la cuisine, des travaux qui étaient prévus en 2026, qui vont se faire fin 2025. Et donc, il faut prévoir au budget. Pas de vote contre, pas d'abstention. Je crois qu'il doit rester. Ah oui. Renouvellement de la convention avec le centre de gestion du Var pour l'assistance retraite. Pas de changement, on prolonge. Pas de vote contre, pas d'abstention. Et il nous reste une délibération, Landine Monnier, sur le travail en partiel. Détermination des modalités de mise en œuvre du travail à temps partiel. L'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel est accordée par l'autorité territoriale, soit de plein droit, soit sur demande sous réserve de nécessité du service. Même si la réglementation fixe le cadre général dans lequel s'exerce le temps partiel, certaines modalités doivent être définies par l'organe délibérant dans les limites déterminées par la loi. Outre la nécessité de réactualiser les modalités de mise en œuvre du temps partiel au regard des évolutions du temps de travail pour les agents communautaires, il est proposé de prendre en compte les modifications réglementaires récentes. À ce titre, le décret numéro 2024-263 du 30 décembre 2024 est venu assouplir les conditions requises pour solliciter le bénéfice d'un temps partiel de droit ou sur autorisation pour les fonctionnaires à temps non complet et pour les agents fonctionnaires. Voilà, Président. Pas de contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Encore une délibération pour Mme Monnier. L'institution de la prime de responsabilité pour l'emploi fonctionnel du directeur général des services. Les emplois fonctionnels, également appelés emplois de direction, sont des emplois permanents créés par l'Assemblée délibérante de l'établissement conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code général de la fonction publique. Ensuite, de la rémunération prévue par le statut, l'agent détaché peut également bénéficier d'une prime spécifique dite prime de responsabilité prévue par le décret numéro 88-631 du 6 mai 1988 qui tient compte des suggestions et contraintes inhérentes à ces fonctions. Il est proposé au Conseil communautaire d'autoriser M. le Président ou l'élu délégué à attribuer cette prime à la limite du taux maximal de 15% du traitement soumis retenu pour pension aux fonctionnaires détachés sur l'emploi de directeur général des services. Merci. Pas de vote contre, pas d'abstention. Abstention. Merci. Dernière délibération, René Pestel.
Alors, c'est la désignation des membres du conseil d'exploitation de l'Office de tourisme intercommunal. L'Office de tourisme intercommunal Provence-Sud-Seine doit procéder au renouvellement des membres de son conseil d'exploitation. Il est en effet nécessaire de procéder à son installation afin de doter l'Office de tourisme intercommunal régi par SPA, service administratif, d'une instance composée de représentants de la communauté d'agglomération Sud-Seine et de représentants des professionnels de tourisme du territoire. Cette délibération a pour objectif de désigner les membres du conseil d'exploitation à partir d'une liste présentée dans la délibération. Donc il y a 3 titulaires, 3 suppléants et un certain nombre de personnes du collège des professionnels et organisateurs. 3, 4. Voilà. Merci. 15 votes contre, pas d'abstention. Le conseil est terminé. Oui, madame Darnier. Désolée, vous êtes allé trop vite. Hein. Je vote contre l'institution de la responsabilité. Hein. C'est noté. C'est noté également. Donc, le conseil est terminé et je vous remercie pour votre présence. Excusez-moi, j'ai encore une question. J'ai oublié de la poser tout à l'heure. Désolée. Normalement, c'est trop tard. Non, mais c'est simplement pour. Tout à l'heure, il m'a pas donné la parole. Donc, indiqué qu'on est en retard pour le plan d'action et arrêté. Et je veux dire, quid de la carte locale d'exposition au registre de côte. Non, parce qu'on y est passé quand même. Alors, vous avez tout à fait raison. Et on est en train d'activer, notamment avec Mme Aubert et M. Barthélémy. C'est Guy Barthélémy qui est la délégation. Voilà. Donc, on va discuter et activer. Oui, s'il vous plaît, président. Président, s'il vous plaît. Oui, Président, je voudrais qu'il n'y ait pas de confusion en ce qui concerne le plan climat. J'ai levé la main tout à l'heure, d'ailleurs on vient de le corriger. Ce n'était pas une opposition, c'était... Monsieur Poteau, je me permets de rappeler que le conseil est terminé. Oui. Et je vous laisse quand même poser votre question. Je vous en remercie. Simplement, je voulais qu'il n'y ait pas de confusion. Lorsqu'il a été passé au vote, nous sommes passés au vote concernant le plan climat, vous avez omis, ça arrive, Président, de poser s'il y avait des questions. Automatiquement, j'avais levé la main, si je puis dire, mais vous êtes passé tout de suite au contre et aux abstentions. Alors, je voulais préciser que lorsque j'ai levé la main, c'était pour une précision sur le plan, et ce n'était pas une opposition au plan. Ce qui vient d'être corrigé d'ailleurs par votre secrétariat. Très bien.